on va vous parler d'un projet qui aujourd'hui est terminé, qui est la reconstruction de la station d'épuration de Tignes. Le maître d'ouvrage de cette opération, c'était la commune de Tignes, un groupement de maîtrise d'œuvre, IRH Ingénieur Conseil, Hydrétudes et SG Architectes. Le constructeur de l'installation, c'est l'entreprise OTV, accompagnée des entreprises Moreau, Construction Savoyarde et Bock et Frères. Et le sujet principal qui nous intéresse, c'est un sujet de turbinage particulier, parce que c'est du turbinage d'eau usée, réalisé par l'entreprise HPP. Donc voilà, moi je me présente, je suis Benoît Laurin d'IRH Ingénieur Conseil, donc j'étais maître d'œuvre sur cette opération-là. Et je suis accompagné de Baptiste Villaume, qui exploite aujourd'hui l'installation. Il est responsable de la station d'épuration et il exploite à la fois l'outil de traitement des eaux usées et l'outil turbine qui permet de produire de l'énergie. Donc simplement, on va parler du contexte, pourquoi ce projet est né, les différentes sources d'énergie qu'on a pu identifier comme valorisables, un des volets avec une pompe à chaleur sur eau traitée, le second volet avec une turbine sur eau usée, quelques éléments particuliers de conception de ces installations, quelques chiffres, et puis après éventuellement on passera sur une phase d'échange. Donc en termes de contexte, en 2014, l'État demande à la commune de Tignes la mise en conformité de ces deux stations d'épuration existantes qui ne donnaient pas satisfaction en termes de qualité de traitement avant la fin 2021. Donc en fin 2017, la commune de Tignes a retenu un groupement de maîtrise d'œuvre, IRH, Hydrétudes, SG. Et entre 2017 et 2019, donc il y a eu un projet qui a été monté avec notamment la construction d'un bassin tampon qui permettait de pouvoir améliorer la situation le temps de construire la nouvelle installation. Donc en 2019, on a eu la construction de ce bassin tampon de 2100 m3 et la construction de la station d'épuration et de la conduite forcée en fait entre le bassin tampon qui est situé à Tignes-le-Lac, donc tout en haut de la station, et la nouvelle station d'épuration qui se trouve à Tignes-les-Brévières, donc tout en bas. On a eu la construction aussi d'une conduite forcée de 6,5 km entre le bassin tampon et la station. Cette conduite forcée, du coup, elle a un intérêt, c'est qu'elle permet d'envisager un turbinage en tête de station à la sortie de cette turbine, puisqu'on a une pression en bas qui est à peu près de 50 bars à l'arrivée sur la station. Donc fin 2021, comme demandé par l'État, début 2022, on a eu la mise en service de la nouvelle installation de traitement des eaux usées et une mise en service de la turbine sur eau usée en juin 2022. Donc quelques éléments on va dire de filière de traitement. On voit que tout en haut là, on a le bassin tampon qui est situé à Tignes-le-Lac. Et puis tous les ouvrages là, c'est les ouvrages de traitement de la nouvelle installation qui sont situés aux Brévières, tout en bas de la station de Tignes. Et on voit qu'on a une turbine en entrée, donc une turbine sur eau usée. C'est une première référence fonctionnelle en France. Donc les effluents sont préalablement dégrillés, broyés finement au niveau du bassin tampon. C'est l'image que vous voyez en bas sur la slide. On passe par les 6,5 km de conduite forcée et on arrive en bas au niveau de la station d'épuration. Donc c'est l'image du haut. À 50 bars. La turbine était dimensionnée sur 200 m3, donc 50 bars, 200 m3. Voilà. Et puis après on a une filière de traitement typique d'une filière de montagne, avec notamment une biofiltration pour gérer les différences de charge en fait en fonction des périodes de l'année avec l'arrivée des touristes et les périodes un petit peu plus creuses. Donc
l'énergie sur le territoire de Tignes, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que le Tignes est aussi gestionnaire c'est une régie de gestion du réseau public de distribution d'électricité. Hein, elle gère elle-même la distribution sur son territoire. Aujourd'hui, 15% des besoins en électricité de la station sont produits par l'hydroélectricité. Hein, il y a déjà des turbines sur Tignes, mais des turbines plutôt sur l'eau de rivière. Et ce 15%, ça correspond à peu près à la consommation de l'ensemble des remontées mécaniques de la station. Voilà, donc tous les besoins liés à ces remontées mécaniques sont couverts par l'hydroélectricité. Voilà, et bon, après, Tignes, il y a d'autres ambitions, donc il y a d'autres projets liés à l'énergie hydroélectrique, donc d'autres projets hydroélectriques en cours d'étude, des projets de photovoltaïque aussi en cours d'étude. Donc le sujet énergie sur la commune, c'est quelque chose qui est assez important et depuis un moment. Donc l'idée, c'était, dans le cadre du projet de reconstruction de l'usine, hein, qui est une contrainte imposée par l'État. L'État a imposé à la commune de Tignes de reconstruire ses installations de traitement parce qu'elles étaient plus conformes. La commune a fait le choix d'en faire une opportunité en se disant, voilà, on a une contrainte, on va essayer d'en tirer quelque chose et de produire quelque chose avec cet outil-là. Donc la méthodologie qui a été employée, c'est déjà d'identifier les potentiels de valorisation qu'on pouvait avoir sur une telle installation. Donc les sources potentielles d'énergie valorisable sur l'installation, elles étaient de 3 types. Donc liées directement aux eaux usées, la température des eaux usées, hein, les eaux usées, c'est des effluents qui sont relativement chauds. Ce que j'ai appelé la géographie, mais plutôt la topographie. Hein, on a entre Tignes-le-Lac et Tignes-les-Brévières, on a 500 mètres de dénivelé. Donc c'est quand même un potentiel de récupération d'énergie qui est assez important. Et puis après, on a différentes sources diffuses liées au procédé de traitement, avec potentiellement des possibilités de récupération de calories directement sur les installations qui potentiellement en produisent. Donc le travail après, ça a été d'identifier les énergies fatales sur l'installation qui étaient valorisables. Donc on a déterminé les eaux usées avec l'énergie thermique, la bioénergie, hein, on a possibilité aussi de récupérer l'énergie intrinsèque des boues, la géographie ou la topographie avec l'énergie hydraulique, et puis les sources diffuses, ce qu'on a pu identifier, c'est les déperditions thermiques de certains moteurs, par exemple, sur lesquels on pouvait aller venir chercher des calories. Et puis après, on a identifié, on a regardé quelles étaient les sources qui étaient intéressantes et celles non. Donc on a fait des go, no go. Et sur cette étude-là, ce qui a été retenu, c'est effectivement la valorisation des calories des eaux usées en elles-mêmes, donc avec une pompe à chaleur sur eau traitée. Hein, on verra l'application derrière. Et puis surtout la plus grosse source d'énergie fatale qui a été retenue, c'est l'énergie hydraulique avec le choix de mettre en place un turbinage sur les eaux usées. Alors la configuration du site et la configuration, surtout le positionnement et du bassin tampon et de l'usine, ont fait qu'il y avait une possibilité de récupération d'énergie puisqu'on avait une conduite forcée en charge à forte pression entre les deux sites. Donc pour la partie pompe à chaleur sur eau traitée, il a fallu décider de la taille et du dimensionnement de l'installation, en sachant qu'à Tignes on a des variations d'énergie, des variations de température qui peuvent être assez conséquentes. Hein, on a une température de référence l'hiver de moins 23 degrés. Donc l'idée c'était pas forcément de dimensionner un équipement sur un épisode qui intervient une nuit tous les 5 ans, voilà. Donc il a fallu trouver un équilibre. Et cet équilibre, c'était de se dire, bah voilà, sur moins 10 degrés, en fait, c'est un chiffre qui permet à la fois d'avoir un outil qui est plutôt dimensionné sur une plage de temps la plus fréquente possible et pas trop surdimensionné pour que l'investissement y reste raisonnable. Donc aujourd'hui, il a été fait le choix d'avoir une pompe à chaleur qui permette de gérer l'ensemble du chauffage de l'installation jusqu'à moins 10 degrés. Hein, l'ensemble des besoins sont couverts jusqu'à moins 10 degrés.
et qu'après après entre moins 10 degrés et moins 23, donc sur des épisodes on voit c'est le bas de la courbe. Donc on voit que sur une année c'est des épisodes assez courts. On a besoin de surplus électrique en fait. Hein. On a des cassettes électriques qui viennent prendre le relais. Donc voilà, mais par contre tout ce qui est au-dessus de la droite rouge, c'est des besoins qui sont couverts par la pompe à chaleur. Voilà, bon, je vous ai mis un petit schéma de l'installation, mais voilà, donc c'est quand même une installation qui est assez compliquée. On a des échangeurs, des grosses pompes à chaleur, des pompes qui viennent extraire l'eau traitée en sortie d'usine et puis qui viennent la remettre aussi avant rejet au milieu naturel. Donc les objectifs c'était de garantir une température de 7 degrés minimum au niveau des locaux techniques, d'alimenter un plancher chauffant au niveau des installations des bureaux des agents avec une température de plancher de basse température 35-40 degrés. Jusqu'à moins 10 degrés, donc on fonctionne avec une pompe à chaleur OO uniquement et une batterie hydraulique. Donc la puissance elle est d'environ 140 kW hein, avec un COP de 4,35. Voilà. Et puis entre moins 10 et moins 23 degrés, là on a une CTA de 220 kW qui permet de faire la pointe en fait sur ces périodes assez courtes sur lesquelles la pompe à chaleur n'est pas capable de maintenir les 7 degrés à l'intérieur des bâtiments. Voilà. Et alors après le deuxième volet c'était le volet turbinage. Donc il a fallu définir le type de turbine. Donc on était dans une configuration, on avait une hauteur de chute d'environ 500 mètres et un débit de 320 mètres cubes heure. Hein, ça c'est le débit de dimensionnement de l'usine. L'usine est dimensionnée pour traiter 320 mètres cubes heure d'effluent. Donc le type de turbine qui a été retenu, c'est une Pelton. C'est une turbine qui est plutôt destinée à aller aux hautes pressions et qui permet d'aller sur des débits. Alors on est plutôt sur des petites turbines. Hein, on est quand même sur des débits assez bas. Voilà. On est sur une configuration assez particulière avec de l'eau brute, d'un effluent potentiellement chargé. Donc on a fait le choix de mettre un seul injecteur surdimensionné hein, pour éviter que les injecteurs se bouchent. Sur les turbines Pelton, d'habitude, on a plusieurs petits injecteurs. Là, on passe sur un injecteur plus gros, surdimensionné. Ça permet d'éviter qu'on ait de l'accumulation de matière au niveau de l'injecteur. Et au niveau du dimensionnement du débit, instinctivement, on pourrait se dire, on a 320 mètres cubes heure en entrée de l'usine, on va dimensionner la turbine à 320 mètres cubes heure. Et en fait, non, pas du tout, parce que 320 mètres cubes heure, c'est quelques jours par an. Et l'idée, c'est de dimensionner une installation pour qu'on ait le fonctionnement au régime nominal le plus longtemps possible, hein, que la turbine elle produise à son meilleur rendement le plus de temps possible dans l'année. L'autre impératif, c'était on est en montagne, on est sur une conduite forcée enterrée avec des problématiques. L'idée, c'est qu'on minimise au maximum les arrêts de production sur l'installation pour maximiser aussi la production. Donc en première approche, pour 320 mètres cubes heure en entrée d'usine, on prévoyait une turbine à 250 mètres cubes heure. Donc voilà, le surplus était géré par une vanne en fait qui gérait l'alimentation de l'installation. Voilà, et en fait pendant les études, on s'est rendu compte que, alors vous voyez en haut c'est les courbes de production et dans les petits carrés rouges c'est les jours d'arrêt. On s'est rendu compte qu'en fait à 250 mètres cubes heure, on avait pas mal de jours d'arrêt dans l'année, hein, ce qui était problématique en termes d'exploitation et de maintenance, et qu'en fait on avait une production de 663 MWh par an, hein, en regardant en fait les rendements de la turbine. Et on a fait le calcul en regardant sur une turbine à 200 mètres cubes heure, et en fait on se rend compte qu'on a moins de jours d'arrêt dans l'année, c'est-à-dire qu'on est en capacité de la faire tourner à plein régime beaucoup plus longtemps. Et surtout, comme elle fonctionne à plein régime, à son régime de meilleur rendement, on avait une production supérieure avec une turbine plus petite. Donc on a fait le choix, plutôt que de mettre une turbine de 250 mètres cubes heure,
mettre une turbine de 200 m3 et vous voyez que la différence c'est quand même quasiment 200 MWh par an. Donc c'est colossal. Voilà, donc au niveau spécification de l'installation, donc on est sur une Pelton à axe horizontal, un seul injecteur, un débit de 200 m3, une pression d'environ 50 bars à l'arrivée et à peu près 200 kW pour l'alternateur. Voilà, et un rendement entre 84 et 87% en fonction du pourcentage du débit maximum de fonctionnement de la turbine. Donc voilà, c'est un injecteur surdimensionné parce que l'injecteur il fait 150 mm, c'est quand même c'est très gros hein, pour une Pelton. On est plutôt sur des injecteurs plus petits en PN63. Accolé à la turbine, on a une vanne de décharge qui permet de gérer en fait entre 200 et 320 m3. Hein, donc on décharge une partie du débit quand on passe au-dessus de 200 m3 et aussi pendant les phases de maintenance de la turbine. Hein, quand on arrête, tout passe par la vanne de décharge. Voilà, et puis on a derrière ça une génératrice asynchrone en 400 volts. Quelques photos de l'installation. Donc on voit que on est quand même sur des conduites qui sont assez petites hein, pour 300 m3 du fait qu'on a des très hautes pressions. Hein, et du coup la vanne de décharge c'est la vanne qu'on voit en bas là en pied. Donc c'est là où on passe de 50 bars à 0 en un coup. Hein, c'est une vanne annulaire qui permet de gérer le fait de casser la pression très vite. Voilà, donc le système c'est un système global. En fait, c'est à la fois on gère la production de la turbine en gérant le niveau dans le bassin tampon. Hein, le bassin tampon, il a à la fois une vocation à protéger l'usine et à gérer les débits, mais il a aussi son objectif principal, c'est d'avoir le fonctionnement de la turbine le plus lisse possible au meilleur rendement possible. Donc on gère le marnage sur le bassin pour pouvoir faire fonctionner la turbine le plus possible à son rendement maximum. Donc les deux systèmes fonctionnent en même temps. Hein, et les capteurs de niveau sur le bassin permettent de gérer le marnage et de gérer la production de la turbine. Donc en termes d'éléments de conception particuliers, comme on est sur de l'eau usée, on n'est pas du tout sur un fluide classique pour du turbinage. Donc il y a une nécessité de travailler sur les fluents et surtout sur l'élimination de tout ce qui est matière en suspension dans les fluents. Donc au niveau du bassin tampon, on a mis en place un broyage et un tamisage fin qui permet d'enlever un maximum de matière dans l'eau. L'extraction du bassin, il se fait en hauteur, il se fait pas en fond de bassin pour éviter de récupérer tout ce qui est sable, pour pas abîmer la roue de la turbine derrière. Aujourd'hui, on est dans une configuration sur l'installation d'autoconsommation, hein, avec la possibilité plus tard éventuellement de passer en revente si le client le souhaite. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur un profil d'autoconsommation sur l'installation. Donc la conduite, c'est une conduite haute pression PN63, calorifugée tracée, parce qu'à certains moments elle est aérienne, donc on est quand même à Tignes avec des températures assez froides. Donc on a un traçage qui est assez puissant. Voilà. Et puis en termes d'éléments de conception particuliers au niveau de la turbine, on est sur un injecteur surdimensionné. Le débit il a été optimisé pour maximiser la production d'énergie. On a un bypass qui est prévu pour les surdébits et puis pour la maintenance. Et on a un traitement à l'intérieur de la caisse de la turbine contre l'H2S, parce qu'on est sur des effluents avec potentiel relargage d'H2S. Voilà, donc en termes d'investissement, le bassin tampon c'est 2,3 millions d'euros, la conduite c'est à peu près 7 millions d'euros, la step c'est 18 millions d'euros et la turbine c'est un peu moins d'1 million d'euros. Donc on est sur un projet quand même avec des investissements assez conséquents.
Et vous verrez que en termes de retour sur investissement, aujourd'hui avec les coûts de l'énergie, on est quand même c'est très intéressant. Alors ce projet, il est aussi très intéressant parce que la conduite forcée, elle était obligatoire dans le cadre du projet. Elle n'a pas été faite pour la turbine. Donc c'est ce qui fait aussi que le projet, il est économiquement viable. C'est qu'on n'a pas eu à faire une conduite forcée de 7 km simplement pour mettre une turbine. Donc en termes de performance, le pompe à chaleur sur l'eau traitée. Alors la principale intérêt des pompes à chaleur, en fait, c'est de baisser les pics de consommation pendant les périodes froides, sur les installations électriques. C'est-à-dire on n'a plus de consommation électrique à ces moments-là. On utilise la pompe à chaleur. Il y a assez peu d'historique, alors peut-être un peu plus là depuis sur la pompe à chaleur. Mais en tout cas, c'est vraiment, on a vraiment une baisse de ces pics de consommation qui est assez importante. Voilà. Par contre, sur la turbine, là, on a un effet qui est assez important sur l'usine. On a une autoconsommation qui est environ de 30% à l'intersaison, c'est-à-dire que 30% de la consommation électrique de l'usine, elle est couverte par la turbine. En pleine saison, ça peut monter à 50-60%. Et au global, sur l'année, on est à 35-40% d'autoconsommation de l'installation. Voilà. Au moment où on a fait ce projet-là, on avait un ROI qui était à peu près de 15 ans. Aujourd'hui, avec les coûts de l'énergie, on est plutôt sur 7 à 8 ans, voire même un peu moins là, avec les augmentations encore qu'on peut constater. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur un projet qui est très très rentable. Voilà, donc en termes de difficultés, ce qu'on a pu rencontrer sur le projet, la gestion de la haute pression sur de l'eau usée, c'est quelque chose qui est pas classique et qui nous a posé quand même quelques problèmes. Des basses températures. Aujourd'hui, il y a des sujets d'arrêt de la conduite, de temps d'arrêt de la conduite en période hivernale, on a besoin d'une maîtrise assez forte là-dessus, parce qu'un bouchon de glace sur une conduite en 300 enterré en pleine montagne, c'est un vrai sujet. On a eu quelques frayeurs, donc voilà. La gestion des bas débits de production, parce que c'est des installations qui fonctionnent dans des plages de débit assez figées, c'est-à-dire on peut pas descendre très bas en débit. Par contre, il arrive que sur l'installation, en période creuse de l'année, on descende à des débits assez faibles. Donc il a fallu gérer aussi ces problématiques de débit faible sur l'installation. Alors pas tellement pour la production électrique, mais vraiment pour le fonctionnement des équipements. Il a fallu réaliser des adaptations a posteriori pour la spécificité des eaux usées, notamment les traitements à l'intérieur de la caisse de la turbine. Voilà. Et puis surtout, l'un des éléments qui nous a posé assez de problèmes, c'est la rencontre du monde de l'hydro et de l'assainissement, où c'est des gens qui parlent pas forcément la même langue, qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Et il est arrivé qu'on ait du mal à se comprendre, et c'est encore le cas. Voilà. Et le dernier sujet qui est pas un sujet anodin, c'est l'H2S. En fait, c'est vraiment un sujet qui est inconnu du monde de l'hydro et qui nous a posé des problèmes sur les traitements des équipements, qui posent encore des questions aujourd'hui sur le projet. Voilà, donc en résumé très rapide, une contrainte que le client a souhaité transformer en opportunité, sur lequel on l'a accompagné. Une première installation française fonctionnelle, parce qu'il y en a eu d'autres mais qui sont beaucoup moins fonctionnelles, sur eau usée. Une valorisation énergétique qui est non négligeable, à peu près 40% des besoins globaux annuels. Un process qui est malheureusement pas applicable dans toutes les configurations. Là, on a 500 mètres de chute, donc c'est une configuration qui est plutôt favorable. Et un temps de retour sur investissement qui est de plus en plus bas, plus on avance là dans les années. Ça sera bientôt rentabilisé, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Baptiste est là aussi pour répondre aux questions d'exploitation si vous avez des sujets particuliers. Et puis des sujets de retour sur, il a un peu plus de chiffres éventuellement, voilà, sur les performances de l'installation. C'est plus sur la partie pompe à chaleur.
Les eaux traitées, elles sortent à quelle température de votre station? Oui, ouais, c'est bon. Alors ça dépend un petit peu de la période de l'année. On a des eaux qui sont assez froides pendant les périodes de fonte, en avril-mai. Mais au plus bas, on doit être à quoi? 7-8 degrés? Ouais, on descend à 7-8 degrés. Et classiquement, on est plutôt aux alentours de 12-13. Ouais, entre 15 et 8 en fait. Voilà, c'est à peu près le delta. Juste une demande de précision. Quand vous parlez d'une valorisation de 40% des besoins annuels, c'est des besoins en électricité ou global comprenant aussi les consommations gaz? Alors il y a pas de gaz, il y a pas de gaz utilisé sur l'installation, donc c'est vraiment on a que de l'électricité et c'est 40% de l'énergie en fait, des besoins énergétiques de l'installation qui sont couverts par la turbine. Vous avez un chauffage complètement élec sur la steppe? C'est ça. Bah en fait il y a 90% le chauffage il est géré par la pompe à chaleur au haut. En fait on récupère les calories de l'eau traitée. Les 10% du temps où on est en dessous de moins 10 degrés, et bah c'est des batteries électriques qui prennent le relais. Mais voilà. Bonjour. Au niveau des turbines, quels sont les critères pour pouvoir imaginer implanter une turbine au niveau de la pression et du débit en arrivée sur la steppe? Parce que là, vous êtes sur 500 mètres de dénivelé et Ouais. 300 mètres cubes de... En fait, alors je sais pas si j'ai... Bah voilà. En fait, ça dépend de la configuration. La Pelton, elle est adaptée aux grosses chutes, donc aux grosses pressions. On peut être dans des configurations avec des gros débits et des petites chutes. Par exemple, une Francis, à 10 mètres de chute, ça commence à marcher. Mais il faut des gros débits. Voilà, Kaplan, c'est plutôt intermédiaire. Donc ça dépend vraiment du voilà. Pelton, en dessous de 20-30 bars, le rendement il n'est pas là. Voilà, donc ça dépend vraiment de la configuration. Et derrière, on adapte la typologie de turbine à la configuration qu'on a. Merci beaucoup.